Le chanteur. Avez-vous entendu au bois la voix nocturne du poète d'amour chantant son infortune? Lorsque les chants au matin se taisent, ce chant pur et traînant du pipeau, l'avez-vous entendu? L'avez-vous rencontré au plus sombre des bois, le poète d'amour chantant son infortune? Avez-vous reconnu la trace de ses larmes, son sourire, ses yeux, voilés par la langueur? L'avez-vous rencontré? Avez-vous soupiré, oyant la douce voix du poète d'amour chantant son infortune, voyant l'adolescent errer dans la forêt et croisant le regard de ses yeux embués? Avez-vous soupiré? La vigne. Je n'aurais point regret des roses qu'avril léger fit se flétrir. J'aime voir le raisin sur la treille mûrissant à l'abri du vent. Parure du val verdoyant, délice de l'automne d'or avec ses grains lumineux, effilés comme des doigts de jeune fille. L'ombre a voilé les monts de Géorgie, devant moi gronde l'Aragva. Je me sens libre et plein d'une peine sereine, et ma tristesse est claire de ton seul souvenir. Nulle angoisse poignante ne blesse ma mélancolie, et l'amour se reprend à embraser un cœur qui sans amour serait sans vie. Quel ennui, quelle angoisse, ici la route, ici le gîte, et pas d'autre logis. On étouffe à l'étroit, et la gorge sauvage n'est que neige et brouillard. Un petit bout de ciel en haut de la prison, le tapage du vent et un soleil qui boude. Le chevalier d'airain. Je t'aime, ville, œuvre de pierre, j'aime ta sévère harmonie, le cours majestueux du fleuve, le granit qui revêt ses rives, l'entrelac des grilles de fonte, la claire pénombre sans lune de ces nuits porteuses de rêves, où sans allumer ma lampe, dans ma chambre je lis, j'écris, où je vois clairement les masses endormies des rues vides, et scintillant là-haut la flèche d'or sonnant l'amirauté. Où sans laisser l'ombre nocturne s'attarder sur les cieux dorés, un crépuscule chasse l'autre, laissant moins d'une heure à la nuit. Dans cette édition de Poésie Gallimard, Louis Martinez a regroupé un certain nombre de textes poétiques d'Alexander Pouchkine, qui est donc considéré comme le fondateur de la poésie russe et sûrement le plus grand auteur russe qui n'ait jamais existé, puisqu'il a inspiré ensuite des générations et des générations d'auteurs sur de nombreux siècles. Il a inspiré Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, enfin tous les grands auteurs russes que nous connaissons ont tiré leur inspiration poétique mais aussi romanesque des œuvres de Pouchkine. C'est donc pour ça que, en tant que grande amatrice de la poésie russe et de la littérature russe de manière générale, j'avais envie de lire davantage d'œuvres de Pouchkine, histoire de mieux comprendre peut-être les origines de l'inspiration poétique, romanesque, etc. de nombreux auteurs russes que j'apprécie. Dans cette anthologie, puisqu'on va plutôt parler d'anthologie ici, c'est pas un recueil à proprement parler, on trouve un certain nombre de sélections d'œuvres en vers. Donc on a notamment tout le début du recueil qui comporte des poésies lyriques. On a ensuite des petites tragédies, des petites pièces de théâtre assez courtes, à peu près, qui font à peu près peut-être une vingtaine, trentaine de pages. Donc pas des pièces lyriques qui sont, pas des pièces qui sont destinées, je pense, à être représentées, mais plutôt des petits exercices de pièces en vers. On trouve également quelques longs poèmes narratifs. Les poésies lyriques de Pouchkine sont dans l'ensemble assez mélancoliques. On parle évidemment d'amour, mais sous un ton assez mélancolique. On est plus dans le regret de l'absence, dans le regret de la séparation, que dans la description d'un amour joyeux, accompli. Et on trouve également des tonalités assez épiques que j'ai retrouvées à la fois dans ces œuvres lyriques mais aussi dans les pièces de théâtre. On a tout un univers un petit peu épique, chevaleresque, presque médiéval, qui emprunte à de nombreuses traditions, donc traditions médiévales, également traditions antiques, mais aussi religieuses. Beaucoup de poèmes font référence notamment à la religion musulmane, puisque le personnage de Mahomet est représenté de nombreuses reprises dans la poésie de Pouchkine. Ce registre un petit peu épique, mêlé à cette mélancolie, donne un mélange assez intéressant et assez contrasté, qu'on retrouve pas partout, donc il y a vraiment un mélange de registres dans ces œuvres.
On trouve également dans les petites pièces de théâtre des réécritures principalement de mythes ou d'histoires assez connues. Il y a notamment une réécriture de Don Juan de Molière, une réécriture assez je dirais peu inventive, je dis pas ça d'un côté négatif forcément, mais qui emprunte beaucoup à la pièce originale et qui se contente de réécrire certains passages, de reprendre l'histoire initiale de Don Juan qui n'a pas été inventée par Molière, soit dit en passant. On trouve également une pièce de théâtre qui met en scène le personnage de Mozart. Ce sont donc des pièces qui ne se fondent pas simplement sur l'imagination de l'auteur, mais qui reprennent des auteurs, des mythes, des histoires assez connues. Voilà, c'est des pièces qui sont assez agréables à lire, c'est assez rapide. C'est pas du grand théâtre, j'ai trouvé, mais je trouve que ça se lisait assez bien. Dans la préface du livre, il est noté que Pouchkine était un adepte de l'octosyllabe, ce que le traducteur a essayé de rendre le mieux possible dans son anthologie. C'est un adepte du vers court. D'ailleurs, ses pièces lyriques sont très courtes pour la plupart. Elles ne font que quelques vers, parfois même 4-5 vers seulement, pas forcément beaucoup de strophes. C'est vraiment assez minimaliste comme poésie. Moi, c'est un type de poésie que j'aime bien. J'aime pas trop les longs poèmes. Je préfère les poèmes assez courts. Il y avait des poèmes assez longs, mais ils étaient généralement divisés en plusieurs strophes qui pouvaient se lire un petit peu indépendamment. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié dans ma lecture. Je vais vous lire un passage de la préface qui raconte, je trouve, qui explique bien, je trouve, un petit peu la particularité de Pouchkine et ce qui a fait son intérêt en tant que maître de la poésie russe. Ce sont des caractéristiques qu'on retrouve évidemment moins en traduction que dans le texte original, j'imagine. Évidemment, en poésie, c'est toujours un petit peu plus compliqué de lire des œuvres en traduction que de la prose, parce qu'on perd forcément de la mélodie, de la prosodie, etc. Nous avons tâché de respecter la vertu de Pouchkine, l'esprit de justesse qui lui a permis de tempérer la gamme russe pour plusieurs générations. Il y a chez lui un souci et un art de l'équilibre musical qui ne se réduit pas, heureusement, à la mélodie spécifique de la langue et au jeu de ses sonorités, mais à la clarté et l'harmonie du lexique employé, à la subtilité des dissonances tolérées, à l'économie des couleurs, à la vivacité du trait, à la sobriété du discours. Donc ce qui est décrit ici, c'est une poésie qui est dans l'ensemble assez sobre, qui ne part pas dans de grandes effusions, qui fait un travail davantage sur le sens des mots, sur la place des mots dans les vers et sur leur sens plutôt que sur, on va dire, les sonorités et la forme des mots. Voilà, en tout cas c'est ce que je comprends de cette préface. C'est aussi ce que j'ai un petit peu retrouvé donc dans l'œuvre de Pouchkine. Donc dans l'ensemble, j'ai bien aimé cette lecture, même si j'ai trouvé que c'était un peu inégal. J'ai adoré les pièces lyriques, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a beaucoup transportée. Ça m'a transportée pas uniquement en Russie, mais un petit peu partout ailleurs, parce qu'on sent un certain éclectisme de Pouchkine. On sent que c'est un homme évidemment très érudit, qui a beaucoup lu, qui s'est beaucoup inspiré de différentes cultures. J'ai aimé un petit peu ce mélange entre guillemets multiculturel qu'on retrouvait dans les pièces lyriques. Les pièces tragiques, les courtes pièces de théâtre m'ont pas trop plu, pour être honnête. C'était pas une mauvaise lecture, mais j'ai pas trop accroché. Je trouve que, alors c'est une traduction donc je prends des pincettes en disant ça, mais je trouve que le style est forcément moins poétique que de la simple poésie, on va dire, poésie lyrique amoureuse. J'ai trouvé du coup qu'il manquait quelque chose quand même pour être transporté, et j'ai trouvé que les intrigues n'étaient pas forcément suffisamment intéressantes pour qu'on ait ce côté théâtral, voilà. C'était une forme de poésie quand même assez originale, j'ai trouvé ces petites pièces de théâtre qui sont pas forcément vouées à être représentées. Moi je dirais que c'est plutôt des dialogues, j'ai l'impression que c'est plutôt des dialogues entre personnages. Mais c'est pas un type de littérature qui me plaît plus que ça. Donc malheureusement... voilà, ça m'a un petit peu, disons que la fin du recueil, je l'ai un peu lu en diagonale, ça m'a pas forcément très intéressée. Voilà, mais pour le reste, voilà, si vous aimez la littérature russe, si vous aimez Pouchkine, si vous voulez découvrir Pouchkine, je pense quand même que c'est un livre qui reste assez abordable, assez intéressant. Voilà, si vous aimez la poésie lyrique notamment, toute la première partie du livre devrait vous plaire a priori. Donc je vous engage quand même à le feuilleter, à découvrir évidemment ce grand auteur, pas seulement russe mais mondial. Un poste de télévision, une pièce et une guerre.
Il ne reste qu'une pièce d'un foyer à l'origine, elle devient foyer d'une pièce. L'enfant Oussama s'assoit le soir dans le camp avec ses 5 frères, en attendant les dessins animés, mais le poste de télévision apporte le journal d'information de 20 heures. La guerre se déroule à la télévision. Des vues de raids secouent le poste jusqu'à le traverser de l'intérieur. Les enfants sortent en manifestant dans la pièce sous le ciel. Les enfants ne veulent rien d'autre qu'un poste de télévision sans journal d'information. Tarek Al-Karmi. Jérusalem. Quand je te quitte, je me pétrifie. Quand je retourne vers toi, je me pétrifie. Je te nomme Méduse, je te nomme la sœur aînée de Sodome et Gomorrhe, petits fonds baptismaux qui brûlèrent Rome. Les morts fredonnent sur les collines, les insoumis reprochent au narrateur leur histoire, et moi je laisse la mer derrière moi et reviens vers toi. Je reviens avec cette petite rivière qui se jette dans ton désespoir. J'entends les récitants funéraires, les porteurs du linceul et la poussière des consolateurs. Je n'ai pas atteint la trentaine et tu m'as enterré de nombreuses fois. Chaque fois je sortais de terre à cause de toi. Qu'ils aillent en enfer tous ceux qui te vénèrent, les vendeurs de souvenirs de ta souffrance, tous ceux qui sont debout avec moi sur la photo. Je te nomme Méduse, je te nomme la sœur aînée de Sodome et Gomorrhe, petits fonds baptismaux qui brûlent encore. Quand je te quitte, je me pétrifie. Quand je retourne vers toi, je me pétrifie. Najwan Darwish. Guerre. Gazouillement et déflagration. Les oiseaux se réveillent alors que les canons ne sont pas encore endormis. C'est la guerre, chaque jour depuis 7 ans, et parce qu'elle est quotidienne, elle est devenue lassante. Rien en elle ne provoque l'écriture. La guerre, un mot dans la langue, un mode de vie, ni plus ni moins. Gazouillez donc, oiseaux, poursuivez au haut canon, loin de l'esprit du critique et l'illusion de l'enfantement de la signification. Bassem Al-Nabrès. Dans cette anthologie de textes de Palestine, de poésie palestinienne réunie par Tahar Bekri, on trouve 10 poètes et poétesses palestiniens et palestiniennes qui écrivent sur la Palestine, sur cette terre de Palestine qu'ils ont dû pour certains et certaines quitter. Une terre qui est évidemment déchirée par la violence, par la colonisation et par d'autres joyeusetés. Une terre qui est méconnaissable mais qui est marquée d'une histoire profonde, d'une histoire forte, que les poètes et les poétesses vont tenter de célébrer à travers leur poésie, dans une poésie qui mêle célébration, éloge et mélancolie, tristesse, mais aussi réalité de la guerre. On sent que l'exil prend une place assez importante dans la poésie palestinienne. Alors l'exil en poésie, c'est un thème qui date évidemment depuis les millénaires. Les poètes écrivent sur l'exil. On peut penser évidemment à Ovide qui écrit sur l'exil de Rome puisqu'il a été banni de Rome par l'empereur Auguste. Ovide regrette Rome. On trouve également les regrets de Du Bellay écrits au XVIe siècle qui parlent du regret cette fois de Paris alors qu'il est à Rome, du regret de la France en général alors qu'il est à Rome. Donc c'est une poésie qui traverse les siècles, c'est un type de poésie qui est vraiment évidemment très prisé par les auteurs et les autrices, par les poètes et les poétesses. Pour vous expliquer un petit peu le projet de Tahar Bekri dans cette belle édition, d'ailleurs je trouve la couverture très jolie, je vais vous lire un extrait de la préface du livre. Ce choix est volontairement subjectif. Il n'a nullement l'intention d'être une anthologie exhaustive ou un ouvrage présentant tous les courants de la poésie palestinienne contemporaine. De nombreux essais et traductions en rendent compte, et ce depuis des décennies, prouvant, s'il en était besoin, la présence de la poésie dans la culture et l'identité palestinienne. Depuis Fadwa Toukan, et peut-être avant elle May Ziyada, la muse libano-palestinienne du poète Khalil Gibran, en passant par le grand poète Mahmoud Darwish et son complice et confrère Samir Al-Qassim, la poésie n'a cessé d'être l'âme et la voix d'un peuple, si meurtri par l'injustice de l'histoire. Bien avant 1948, des milliers de Palestiniens ont été chassés de leurs terres, poussés sur le chemin de l'exil, condamnés pour certains à vivre dans des camps de réfugiés, sur leur propre terre ou dans des pays arabes voisins. Pour d'autres à lutter contre le désespoir sous l'occupation israélienne. Les poètes ici présentés, qui appartiennent à la génération suivant celle de Mahmoud Darwish, traduisent amplement la complexité et la diversité des situations et des parcours, mais la volonté est toujours la même, défendre l'identité individuelle et collective,
appartenir à l'expression poétique et littéraire moderne, au-delà des clivages, des écoles et des mouvements. Ce qui prime, c'est le souci de donner une œuvre poétique avec une voix singulière, ce qui n'est pas un renoncement à la cause des siens. On comprend que la poésie pour les poètes et les poétesses de Palestine, c'était avant tout un acte politique. C'est un acte d'engagement, c'est raconter l'histoire d'un peuple, lui retrouver une identité qui est bafouée, qui est détruite depuis beaucoup trop d'années par la répression israélienne. C'est redonner une voix à ce peuple et essayer de transmettre un petit peu la souffrance palestinienne à travers la littérature. Ce qui est intéressant de noter aussi dans cette préface, c'est que Tahar Bekri note que la poésie est vraiment le genre de prédilection des auteurs et autrices de Palestine. Alors, on pense évidemment, il cite Mahmoud Darwish, d'ailleurs le livre lui est dédié à plusieurs reprises puisque c'est le poète palestinien sûrement le plus connu et que sa renommée dépasse évidemment le cadre de la Palestine, de la région du Proche-Orient, etc. On sent que c'est un genre de prédilection parce que la poésie permet de décrire les sentiments les plus intimes, les sentiments les plus profonds, de pousser des cris du cœur, des cris de souffrance, de dire les choses de manière assez explicite, mais aussi de laisser évoquer un petit peu la présence de la Palestine. Évidemment, chaque auteur et autrice dans ce livre ont une plume particulière, ont une sensibilité différente, il y a des différences entre la poésie des uns et des autres, il y a des spécificités bien sûr, mais on retrouve une même atmosphère dans tous leurs poèmes. On retrouve notamment une description de Jérusalem qui est très présente. On sent que Jérusalem, pour beaucoup de Palestiniens, finalement c'est le cœur de leur histoire et c'est une ville qui leur est arrachée, dans laquelle ils ne peuvent pas vivre. On sent que c'est voilà, une ville qui a une importance assez grande pour eux. Il y a tout un regret de la terre, du pays, il y a l'évocation des siens, des parents, notamment de la mère. On rencontre dans les poèmes beaucoup de voix qui ne sont pas uniquement les voix du poète, mais aussi la voix des autres habitants de la Palestine. Il y a une volonté de faire d'une poésie individuelle une sorte de chant collectif, un texte qui pourrait en lui-même contenir des multitudes de voix et une multitude d'expressions, et qui serait un petit peu un porte-parole de tout un peuple à travers une expression personnelle. On trouve également une description assez crue et assez directe des violences commises en Palestine, de la réalité difficile dans laquelle vivent les Palestiniens et les Palestiniennes. On a une description des violences policières, on a une description de la mort, on a une description du sentiment que provoque la mort des proches. Tout ça c'est très bien représenté dans cette poésie qui alterne entre subtilité, entre regret un petit peu doux, un petit peu voilà, très poétique, mélancolique de cette terre abandonnée et la violence de ce que subit le peuple palestinien. Comme je l'ai dit aussi, c'est donc une poésie de l'exil, donc on sent énormément de regrets, on sent énormément d'amour aussi, même si c'est un recueil qui parle de guerre, qui parle de violence, on sent beaucoup d'amour de la part des poètes et des poétesses palestiniens et palestiniennes pour leur pays. On sent la volonté de montrer au monde que la Palestine est un beau pays, que la Palestine est un beau peuple, qui a vraiment quelque chose de un petit peu de magique, d'idéal, d'utopique dans ce pays qui évidemment détruit, mais qui malgré tout réussit à résister, à remonter au-delà de la surface du monde et un petit peu s'élever et se présenter à nous à travers des mots très justes et très douloureux à entendre. Cette poésie, c'est aussi une poésie que j'appellerais une poésie du quotidien. C'est une poésie qui s'attarde sur des petits moments de vie on va dire, des moments de vie assez banals, comme le petit déjeuner, comme le moment où la famille regarde la télévision, plein de petits moments un petit peu privilégiés, et c'est vraiment une poésie qui s'ancre dans la vie matérielle des gens. C'est pas une poésie qui a forcément une volonté d'être très élevée, mais vraiment de décrire ces petits moments de vie. Il y a un côté un peu reportage sur certains poèmes. On a vraiment l'impression d'entendre un témoignage de vie quotidienne en Palestine. Donc ça c'est assez intéressant, c'est pas une poésie qui a des ambitions d'épopée etc, c'est vraiment une poésie très intimiste et douloureuse sur le quotidien de la Palestine. Moi qui connais peu la littérature palestinienne et de manière générale leur poésie évidemment,
J'ai beaucoup aimé ce recueil, je l'ai trouvé très intéressant, je l'ai trouvé très touchant, je trouve que c'est vraiment une immersion et une plongée dans la vie de la Palestine, et donc si c'est une cause qui vous tient à cœur, même si ça ne vous tient pas à cœur, je vous conseille vraiment de lire cette poésie parce qu'elle m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment eu l'impression d'être transportée dans ce pays, de mieux comprendre aussi leur souffrance, d'être vraiment touchée. Voilà, en plus j'ai appris pas mal de choses parce que je ne connaissais aucun des poètes et des poétesses qui sont présentés dans ce recueil. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment un texte que je vous recommande. C'est vraiment, je pense, une des plus belles lectures de poésie que j'ai faites. Voilà, donc je vous le recommande vraiment. Dame Lazare. Ça y est, je l'ai encore fait. Tous les 10 ans, c'est réglé, je réussis. Comme un miracle ambulant, ma peau devient aussi lumineuse qu'un abat-jour nazi. Mon pied droit un presse-papier, mon visage un délicat mouchoir juif. Ôtez-moi ce linge blanc, ô mon ennemi. Le nez, les orbites, la denture complète, n'est-ce pas parfaitement effroyable? L'aigreur de la laine aura disparu en une journée. Et très vite la chair que le gouffre du tombeau avait dévorée se remettra d'elle-même en place sur moi, femme souriante. Je n'ai que 30 ans. Et comme les champs, je dois mourir 9 fois. Ceci est ma mort numéro 3. Quel saccage pour anéantir chaque décennie. Quelle multitude de filaments. La foule qui croque ses cacahuètes se bouscule pour me les voir. Enlever un à un, c'est le striptease intégral. Messieurs, mesdames, voici mes mains, voici mes genoux. Si je n'ai que la peau et les os, je ne suis pas moins véritable la même femme. La première fois, j'avais 10 ans, c'était un accident. La deuxième fois, j'étais bien résolue à en finir, ne jamais revenir. Je me suis scellée. Comme un coquillage, ils ont appelé. Retirer les asticots gluants comme des perles. Mourir est un art comme tout le reste. Je m'y révèle exceptionnellement douée. On dirait l'enfer tellement. On jurerait que c'est vrai. On pourrait croire que j'ai la vocation. C'est assez facile à réaliser dans une cave, c'est assez facile de rester là et d'attendre. C'est le retour théâtral en plein jour, au même lieu, au même visage, à la même clameur primitive assumée. Miracle qui me foudroie. Il faut payer pour regarder mes cicatrices, il faut payer pour entendre mon cœur, il bat pour de bon. Et il faut payer, et payer très cher pour avoir un mot, un geste, un peu de sang, une mèche de mes cheveux, un bout de mes vêtements. Voilà, Air Doctor, voilà, Air ennemi. Je suis votre chef-d'œuvre, je suis votre bien le plus précieux, le bébé tout d'or pur qui fond en un seul cri. Je brûle et me consume. Ne croyez pas que je sous-estime la valeur de vos intérêts. Cendre, vous tisonnez, de la chair des Oriens vous fouillez, un pain de savon, une alliance, une dent en or. Air Dieu, air Lucifer, méfiez-vous, méfiez-vous. De la cendre je surgis, avec mes cheveux rouges et je dévore les hommes comme l'air. Lettre en novembre. Mon amour, le monde tourne, le monde se colore. Le réverbère déchire sa lumière à travers l'écosse du Cities ébouriffé à 9h du matin. C'est l'Arctique, ce petit cercle noir, ces herbes fauves et soyeuses, des cheveux de bébé. L'air devient vert, un vert très doux et délicieux. Sa tendresse me réconforte comme un bon édredon. Je suis ivre, bien au chaud. Je suis peut-être énorme, si bêtement heureuse dans mes bottes en caoutchouc, à patauger dans ce rouge si beau, à l'écraser. Je suis ici chez moi. 2 fois par jour, j'apporte ma terre, je flaire le hou barbare, son fer viride et pur, et le mur de vieux cadavres, je les aime comme l'histoire. Puis les pommes d'or, imagine mes 70 arbres, dans une épaisse et funèbre soupe grise, occupés à retenir leurs balles d'or éclatants, leurs millions de feuilles métalliques, haletants. Ô amour, ô célibat, je suis seule avec moi. Trempée jusqu'à la taille, l'or irremplaçable saigne et s'assombrit, gorge de Thermopyle. J'ai enfin lu Ariel de Sylvia Plath. C'est le premier livre que je lis de cette autrice quand même assez connue. C'est un recueil de poésie qui a été écrit un petit peu avant sa mort. Je ne sais pas si vous le savez, mais Sylvia Plath s'est suicidée. Elle était atteinte de troubles psychiatriques. Alors je sais pas exactement quels troubles les troubles en question, donc je voudrais pas vous dire de bêtises.
mais elle était atteinte de troubles psychiatriques et cela se retrouve beaucoup dans son écriture romanesque mais également poétique. Donc ce recueil est marqué par la proximité avec la mort et la folie qui prend peu à peu possession de la poétesse. Dans ce recueil, on a des références très précises au monde hospitalier, au monde médical de la psychiatrie. On sent que c'est marqué par les nombreuses visites et séjours que Sylvia Plath a fait dans des hôpitaux psychiatriques. Ce livre est vraiment marqué par cet univers qui est décrit de manière assez directe et assez simple. Donc on est vraiment plongé pendant certains poèmes dans ce milieu psychiatrique. Un monde psychiatrique qui est extrêmement déshumanisant, qui fait perdre toute notion d'identité, de temps, d'espace à la poétesse, qui va se retrouver un petit peu perdue dans ce monde qu'elle va de manière... Elle va pas forcément le critiquer socialement, mais on va vraiment sentir que c'est un monde qui la dépossède totalement de son identité. Elle se sent complètement perdue, c'est un monde qui élimine toute forme de repère pour elle, et c'est vraiment assez présent et assez récurrent dans ce recueil de poésie. De manière générale, Ariel, c'est un recueil qui parle un petit peu d'une sorte de descente aux enfers. C'est ce qu'on retrouve dans pas mal de poèmes. On retrouve un petit peu dans pas mal de poèmes ce schéma de monde qui s'effondre. Ça peut passer par différentes caractéristiques. Ça peut être le monde qui s'effondre après l'amour, mais le monde intérieur de la poétesse qui s'effondre également, c'est le fait de sombrer peu à peu dans la folie, mais également dans le danger. On retrouve un petit peu dans ce texte vraiment une poésie assez noire, assez sombre, assez mortifère, pessimiste. On est loin d'une mélancolie poétique qui peut parfois évidemment avoir des connotations douloureuses, mais là on est vraiment dans une poésie assez noire et assez défaitiste. Ce qui évidemment ne fait pas d'elle une lecture légère. On trouve quelques intertextes, notamment avec la Bible. J'en ai repéré plusieurs dans certains poèmes, notamment avec la figure de la Vierge. Il y a tout un poème qui lui est dédié. On retrouve aussi des intertextes à Jésus, on retrouve vraiment beaucoup d'intertextes bibliques. C'est une poésie qui est assez chargée en images et en représentations assez audacieuses. On retrouve beaucoup de métaphores qui sont liées à des objets, aussi à des fleurs. On retrouve beaucoup de fleurs qui sont récurrentes comme le coquelicot ou la tulipe, ce qui donne des images assez originales que j'avais pas forcément beaucoup lu avant en poésie, mais dans l'ensemble ça donne un recueil qui est très obscur, qui est assez difficile à décrypter, qui je pense ne s'adresse pas à des gens qui sont complètement novices en poésie, mais au contraire des gens qui ont un petit peu entre guillemets d'expérience ou qui parviennent un petit peu à décrypter cette poésie. C'est aussi pas un livre, je pense, qu'on lit à tête reposée, comme ça, pour le plaisir. C'est vraiment un livre qu'il faut lire avec un crayon, si on veut, avec du temps et tenter un petit peu une analyse, peut-être, pour essayer d'en tirer quelque chose autre que une simple lecture, ce que moi j'ai fait, une simple lecture de plaisir, entre guillemets. C'est vraiment un recueil, je pense, qui se travaille énormément. Pour essayer de vous aider un petit peu à cerner qui était Sylvia Plath et sa poésie, je vais vous lire un extrait de la préface. Ariel. Esprit de l'air de la tempête de Shakespeare que vénérait Sylvia, cheval blanc qu'elle montait au dernier mois de sa vie, après le départ de son époux, le poète Ted Hughes. Seule avec leurs deux très jeunes enfants, Frida et Nicolas, dans l'ancien presbytère du Devon, qu'ils avaient acheté ensemble après la naissance de leur fille, Plath se mit à écrire à l'aube, quand les somnifères avaient cessé d'agir, et avant le réveil des enfants. Ces poèmes dont elle pressentait qu'il ferait sa renommée, ainsi qu'elle l'écrivit dans une des innombrables lettres adressées à sa mère des années durant. I'm writing the best poems of my life, they will me make my name. Elle savait bien. Ted Hughes savait aussi. Et elle avait prononcé l'oracle, la chose prémonitoire pour l'un et l'autre, quelque part dans son journal, peu de temps après leur mariage, le 16 juin 1956. Ted sera le poète de l'Angleterre et je serai la poétesse de l'Amérique. Vaste programme. Quand on sait que Ted Hughes allait devenir poète lauréat de l'Angleterre, à l'instar de Wordsworth, quand on connaît la gloire et l'as posthume de son œuvre à elle. Sylvia Plath donne avec Ariel le meilleur de son art. Véritable élévation, révélation, ses poèmes ont pour la plupart été écrits entre octobre 1962, après le départ de Ted Hughes, et février 1963. Les derniers écrits sont datés du 5 février. Sylvia est morte le 11.
Elle avait dans un classeur noir rangé les poèmes selon un ordre différent de celui pour lequel opta Ted Hughes, devenu après sa mort veuf légataire universel et éditeur fervent. Sylvia Plath avait beau se soumettre au conformisme de son époque, elle n'en était pas moins rebelle et farouche, et son esprit critique ne manquait pas de finesse. Ses poèmes majeurs possèdent une dimension offensive et une subtilité rare. Plath compte parmi les plus grands poètes qui soient. Chez elle, l'anecdote autobiographique n'est jamais narcissique et la petite histoire se trouve dépassée, inscrite dans l'histoire plus vaste de nous tous. Donc on sent vraiment que ce recueil est un cri d'adieu de Sylvia Plath, c'est vraiment sa dernière œuvre en quelque sorte, et on sent une volonté effectivement de se démarquer de ses contemporains et de la poésie en général, puisque j'ai dit on retrouve une œuvre avec des images extrêmement originales, un sens très obscur. C'est une poésie qui utilise beaucoup de symboles, beaucoup d'évocations. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas accessible à la première lecture, et on sent évidemment l'approche de la mort dans énormément de poèmes, et on a l'impression que Plath a perdu un petit peu en écrivant ces poèmes un petit peu le goût de la vie et le sens des choses qui lui échappent progressivement. J'ai aimé moyennement ce livre, pour être honnête, même si vous avez peut-être pu penser que, avec tout ce que j'en ai dit, que j'avais trouvé ça intéressant. Oui, j'ai trouvé ça intéressant, mais je pense que c'est une poésie qui est trop obscure pour moi, ou alors peut-être que j'aurais dû lire effectivement ce livre avec plus d'attention et plus de minutie, avec une tentative d'analyse. Là, je l'ai lu un petit peu à tête reposée, un petit peu, je me suis laissée porter en quelque sorte, et ça m'a pas transporté très loin. Je reconnais évidemment que cette œuvre a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de pistes poétiques très intéressantes, mais pour moi c'est vraiment une poésie assez obscure, assez complexe, et je pense que c'était une erreur de le lire en traduction, puisque cet ouvrage malheureusement n'est pas bilingue, et j'aime pas trop lire la poésie en traduction quand je peux la lire en langue originale, parce qu'on est toujours beaucoup plus proche du sens. Voilà, donc c'était pas une lecture qui m'a enthousiasmée autant que j'aurais aimé. C'est peut-être dû au fait aussi que c'est une œuvre assez sombre, et que je pense que j'étais pas forcément dans une disposition où j'avais envie de lire ça. Voilà, donc ça reste intéressant. Je relirai Sylvia Plath, ça c'est sûr. Mais ça, voilà, c'est quand même une œuvre qui m'a laissé un petit peu de marbre sur certains aspects. Et je pense que j'attendais à quelque chose d'un peu plus fort. C'est fort par moments, je sais pas comment expliquer, mais c'était tellement obscur que je pense que j'ai manqué un petit peu cette sensation coup de poing que je recherchais avec ce texte.